Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on parlera harcèlement et agissement sexiste en entreprise. Ce sera dans quelques instants avec Christine Lavalard-Guerra, associée au sein du cabinet Barthélémy Avocat. On parlera ensuite de l'intelligence artificielle. Quels sont les enjeux pour les juristes d'entreprise avec Anna-Catherine Bénard-Lotz, responsable de la commission numérique de la FGE. Et enfin, on parlera de la 10e édition du sommet du droit en entreprise avec Mathilde Emami, directrice de la rédaction de Décideurs juridiques. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. On va parler harcèlement et agissement sexiste tout de suite avec mon invité Christine Lavalard-Guerra, associée chez Barthélémy Avocat. Christine, bonjour. Bonjour Arnaud. Commençons par mettre les termes du sujet. Comment la loi française définit-elle le harcèlement et les agissements sexistes ? Alors, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, mais le harcèlement sexuel recouvre une grande diversité de propos et de comportements. On a des formes très variées. La loi a défini deux types de harcèlement sexuel. Le premier, assez simple et on va dire malheureusement le plus répandu, des propos ou des comportements répétés qui vont avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne, par leur caractère dégradant ou parce que ça crée une situation intimidante, offensante, voire humiliante. En pratique, c'est souvent des comportements grossiers à connotation sexuelle, des remarques sur la tenue ou le physique, voire, mais de manière plus rare, des contacts légers, des plaisanteries inappropriées. Ça, c'est le premier item. On peut avoir une répétition même lorsque ce sont plusieurs personnes qui vont agir chacune individuellement. D'accord. Le second item, qui est beaucoup plus grave, et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de la répétition, un fait grave, mais un fait unique, une pression grave pour obtenir un acte de nature sexuelle. Donc là, c'est beaucoup plus grave. C'est en pratique la menace pour avoir un acte sexuel, au chantage, à la promotion, à l'embauche pour le passage d'un CDD. Donc là, évidemment, la loi nous dit qu'un fait unique suffit. La notion d'agissement sexiste, elle est beaucoup plus simple. C'est plus simple et plus récente, puisqu'elle ne date que de 2015. C'est pour lutter contre le sexisme ordinaire qui est totalement méconnu en entreprise. Et effectivement, il faut aussi éviter une situation qui aurait pour objet ou effet de porter atteinte à la dignité ou de créer ce même effet. Alors en pratique, c'est juste les blagues un peu sexistes, vous voyez, je vous le dis déjà, les blagues un peu sexistes, les interpellations familières aussi, mais ça peut être aussi une considération que tel salarié ne sera pas disponible parce qu'il a des charges de famille. Voilà les notions. Donc maintenant, on a les définitions en tête. Comment le cadre législatif a évolué sur cette question du harcèlement et des agissements sexistes au travail ? Alors l'évolution que j'ai choisi juste d'évoquer rapidement parce que c'est la principale à mon sens, depuis 2019, on a, et c'est une très bonne idée, on a un référent harcèlement sexuel en entreprise. Et que fait ce référent ? Alors ce référent, il y en a un côté direction, obligatoire dans les entreprises de moins de 250, évidemment, on a tout intérêt à le prévoir, même si on est plus petit. Bien sûr. Côté direction, il va sensibiliser, former les salariés. Et il va évidemment participer à mettre en place une enquête. En pratique, ça va être le représentant, souvent d'un membre de la direction des ressources humaines, qui va vraiment avoir ce rôle dédié. On a aussi un représentant côté CSE. Donc dès que vous avez un CSE, vous avez l'obligation de nommer parmi ses membres un représentant référent harcèlement qui lui en pratique va plutôt alerter l'employeur quand il aura connaissance de faits et participer à l'enquête. Voilà ces deux référents qui en pratique sont des acteurs au quotidien. On comprend que les entreprises vont jouer un rôle crucial pour prévenir ces situations de harcèlement ou les agissements sexistes. Quelles sont les obligations légales qui pèsent sur les employeurs en la matière ? Alors l'obligation principale, c'est l'obligation de prévention, qui est une obligation générale, de tout faire pour s'assurer de la santé physique et mentale de ses salariés et donc de prévenir tout harcèlement. Donc l'obligation est forte, il faut
prévenir tout harcèlement, empêcher un harcèlement sexuel. Bon, en pratique, elle se décline avec un triptyque d'actions de prévention, de communication et de mise en place d'une organisation adaptée. On va avoir aussi l'obligation de communiquer à un stagiaire, à un candidat à l'embauche lors de l'entretien, entre guillemets, toutes ces obligations. Et on va avoir un panel d'informations par affichage dans les locaux, sur le site internet, parce qu'on va rappeler la définition du harcèlement sexuel, les actions civiles et pénales qui sont ouvertes aux victimes, et surtout, très important, les coordonnées de tous les acteurs pour que le salarié sache à qui s'adresser. Alors, vous venez de rappeler justement le rôle de l'entreprise en matière de prévention face à ces risques, mais comment l'entreprise peut-elle mettre en place une politique efficace de prévention d'actes de harcèlement ou d'agissements sexistes? Alors, c'est tout l'enjeu aujourd'hui. À l'heure du MeToo, dont tout le monde parle beaucoup, mais qui est pour cause, C'est toujours prégnant. qui est toujours prégnant, c'est plus seulement une obligation légale que d'avoir une politique efficace de prévention du harcèlement, c'est devenu un véritable enjeu social dont les entreprises doivent se saisir. Alors la clé d'une politique efficace, c'est évidemment l'implication de tous les acteurs, Bien sûr. la concertation. Évidemment, l'entreprise a l'obligation de prévention, mais c'est quand même l'affaire de tous. L'entreprise, elle se doit de mettre en œuvre et surtout de faire place d'une ingénierie afin de mettre en place des outils adaptés et de les déployer dans l'entreprise. C'est quoi des outils adaptés? Alors les outils adaptés, les principaux, il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle la phase d'évaluation des risques. Au même titre que d'autres risques dans l'entreprise, on va évaluer les risques en matière d'harcèlement sexuel et d'agissement sexiste. On va donc remplir dans le document unique d'évaluation des risques, dans le plan de prévention. On peut évidemment inviter les autres acteurs à participer à cette construction de l'évaluation. Le principal outil aujourd'hui pour sécuriser les pratiques de l'entreprise, ça va être ce qu'on appelle un guide pratique, une procédure d'élaboration de comment je signale un traitement ou comment je signale et comment je traite un harcèlement sexuel. Donc on va définir les modalités de l'enquête, la question de la confidentialité, de la protection des témoins, comment on va faire, etc. Et en pratique aujourd'hui, ça s'inscrit dans une espèce de charte éthique où l'employeur va afficher sa vision. Il va évidemment afficher les valeurs de l'entreprise qui sont de lutter contre le harcèlement sexuel et plus généralement contre toute violence au travail. Et voilà, ça va être un guideline pour aider les entreprises et les salariés à savoir se saisir de cette question. Alors, et ce guide, il est à mettre en lien aussi avec le référent dont vous avez parlé tout à l'heure, le référent ce guide va nous dire justement que comment signaler, aller voir le référent direction ou le référent côté CSE. Donc ce guide va définir toutes les modalités pratiques de comment traiter un signalement. En pratique, souvent, on a des outils qui existent déjà dans l'entreprise, mais qu'on n'a pas encore processualisé. On n'a pas formalisé. Donc l'employeur ne part pas de rien, c'est juste souvent du bon sens, mais c'est juste mettre dans une belle boîte à outils et après communiquer sur cette belle boîte à outils qui n'a pas vocation juste à rester dans son coin, mais évidemment à être déployée. Et les deux vecteurs de déploiement, évidemment, ça va être le premier, la sensibilisation des salariés. Un salarié se doit être acteur aussi, tout salarié se doit être acteur, il peut être témoin, il peut être victime, il peut être auteur. Il faut qu'on puisse, pour que la politique soit efficace, il faut qu'on puisse évidemment apprendre, entre guillemets, aux salariés à savoir identifier une situation de harcèlement, si ça en est une ou si ça n'en est pas. Après, il va avoir l'obligation de reporter les faits dont il aurait été témoin ou qu'il aurait été rapporté. Souvent, la victime ne va pas nécessairement parler à l'employeur ou au représentant de l'employeur. Bien sûr, elle va plutôt parler à un collègue, etc. Voilà. On a encore malheureusement une culture assez prégnante d'omerta dans les entreprises qui est en train de changer. Il y a aussi beaucoup de sentiments encore d'impunité de l'auteur. Certains salariés se disent que si l'auteur est un manager, il sera protégé et qu'il restera impuni ou qu'on va avoir des représailles sur sa promotion. Voilà. Et évidemment, le témoin doit être protégé et protégé par la loi. Donc ça, c'est le premier outil. C'est l'un des outils à déployer, mais surtout après, à mes yeux, le pivot central, c'est la formation des managers. Les managers, ils sont en lien direct avec les équipes. Bien sûr. C'est eux qui vont pouvoir détecter dans leur équipe si un salarié va moins bien, s'il se referme, s'il est isolé. C'est eux qui vont pouvoir évidemment déployer au quotidien la politique de la direction des ressources humaines. Et ils vont pouvoir agir pour faire cesser la situation. Ils vont au quotidien faire beaucoup plus ils vont pouvoir déployer et lutter contre les stéréotypes au quotidien du sexisme ordinaire, mais ils vont pouvoir peut-être aussi être en capacité de détecter des situations
Et voilà. Et surtout, en pratique, quand le collaborateur aura confiance en son manager, ça va être la première personne à recueillir, entre guillemets, le témoignage qu'il y a quelque chose. Donc, entre guillemets, il faut les former à savoir écouter un premier signalement. Bien sûr, après, il va orienter vers le référent, vers la DRH. Mais si, quand la victime vient parler au manager, le manager n'a pas été un peu sensibilisé, surtout Il ne va pas avoir formé, les réflexes. qu'il n'a pas les réflexes et qu'au contraire, il est embêté par la situation, embêté par le sujet, il est susceptible finalement de bloquer un peu le témoignage de la victime. Alors que s'il est formé, il va avoir tout de suite les réflexes. Et il sera plus à l'aise, sachant qu'évidemment, ils sont malheureusement assez peu pour l'instant formés à ce type d'écoute et de signalement. Donc il y a tout un enjeu. Donc un gros travail sur la formation. Voilà. On va conclure là-dessus. Merci Christine d'être venue sur notre Merci plateau. à vous Arnaud. Quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle pour les juristes d'entreprise? On en parle tout de suite avec mon invitée, Anna-Catherine Bénard-Lotz, responsable de la commission numérique de la FJE. Anna-Catherine, bonjour. Bonjour Arnaud, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Alors on va parler des enjeux de l'intelligence artificielle pour les juristes d'entreprise. Tout d'abord, comment les juristes d'entreprise doivent-ils appréhender l'intelligence artificielle? Eh bien, l'IA, en fait, est un vaste sujet. Donc, pour pouvoir l'appréhender, il faut déjà comprendre son impact sur leur organisation, leurs tâches, également sur les matières de droit. Et donc, les juristes d'entreprise doivent appréhender l'IA comme un outil puissant et complexe, et donc qui va avoir des impacts sur les questions éthiques et juridiques. Et pour cela, il faut comprendre tout ce cadre de gouvernance éthique. Ils doivent également collaborer avec des équipes techniques comme les data scientists pour comprendre aussi le fonctionnement et les capacités et les limites de l'IA générative. Et enfin, faire de l'IA générative, c'est aussi savoir identifier les risques potentiels liés à l'utilisation de l'IA. Voilà, l'objectif, c'est aussi de trouver un équilibre entre la technicité et la capacité humaine à analyser son potentiel. On voit qu'il y a plein d'enjeux autour de cette question pour les juristes d'entreprise. On va essayer d'être concret. Quel est, selon vous, comment l'IA transforme concrètement le travail des juristes d'entreprise? Comme vous le savez, d'une manière générale, nous, dans le monde du travail, notre travail a toujours été impacté par les machines, la technologie. On a eu le fax, on a eu Internet, les ordinateurs. Et donc, mais l'IA générative, c'est quand même un outil révolutionnaire. Il va donc transformer profondément les conditions de notre travail et la nature du travail des juristes. Alors, ça consiste en quoi exactement? Première chose que je peux vous dire, c'est l'automatisation des tâches répétitives et chronophages. Par exemple, l'analyse d'un contrat, l'analyse d'une jurisprudence, faire de la traduction et aussi de la gestion de la documentation, faire de la recherche juridique. Avec un exemple concret, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Avant, on mettait énormément d'heures avec des analyses très minutieuses des contrats, mais avec l'IA générative, nous allons pouvoir identifier en très peu de temps, en toute rapidité, les clauses qui sont potentielles, les risques évidents également, et aussi en plus, l'avantage des IA génératives, ça nous aide aussi à avoir les modifications très rapidement. Et tout ça, c'est extrêmement important pour les juristes d'entreprise, d'autant plus qu'on est dans un moment où il y a beaucoup de changements. Tout à fait, parce que nous sommes toujours dans un monde de productivité, de performance. Il faut sans cesse avancer très rapidement. Et l'IA générative va répondre à ce besoin de rapidité et de vitesse. Et puis il faut dire aussi que ça va nous transformer dans notre capacité, ça va augmenter notre capacité d'analyse, parce que nous allons être confrontés de plus en plus à l'analyse de grandes masses de données juridiques. Et l'IA va être vraiment un précieux outil pour pouvoir avancer selon les attentes des opérationnels. Et on va monter en compétences aussi, vous voyez. Et également, si vous voulez, derrière, on va dire, OK, on va avancer vite, on va avoir plus de temps maintenant pour créer de la valeur ajoutée dans notre fonction. Alors, vous l'avez dit, vous allez monter en compétences, les juristes d'entreprise vont monter en compétences grâce à l'intelligence artificielle. Quel type de compétences doivent acquérir les juristes d'entreprise
pour bien comprendre l'intelligence artificielle et bien l'utiliser surtout? Alors, il me revient très souvent cette question-là, c'est de me dire, ah ouais, pour faire de l'IA générative, est-ce qu'il faut qu'on ait une expertise en prompt engineering? Alors, je leur explique, je leur dis, effectivement, c'est utile parce que ça impacte la qualité du output. C'est le fameux résultat qui est généré par l'IA générative. C'est un vrai atout, mais il y a une chose primordiale qui est prioritaire avant tout. Laquelle? C'est développer une vraie connaissance, une culture d'IA. Ça veut dire quoi? C'est comprendre les fondamentaux du système de l'IA générative, comprendre son fonctionnement, comprendre ses capacités et surtout ses limites, parce que vous avez entendu parler des hallucinations. Tout à fait. Et donc, c'est important, si on ne comprend pas tous ces fondamentaux, on ne peut pas faire un bon prompt. Et ça veut dire quoi aussi, comprendre l'IA générative? C'est se familiariser avec les concepts, le LLP, le deep learning, le machine learning, le GPT, qu'est-ce que c'est, les transformers. Et si vous ne comprenez pas ça, on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire un bon prompt. Et il faut aussi la compétence qu'on a déjà, c'est l'analyse et la pensée critique, mais maintenant il faut l'adapter aux IA génératives. C'est-à-dire, est-ce que je peux lui faire confiance dans le résultat qu'il génère? Et pour pouvoir analyser justement les réponses au prompt, il faut bien comprendre la machine, ce qu'il y a derrière. Tout à fait, c'est très important. Et aussi, cette nouvelle compétence, c'est de plus en plus, on va aller vers un monde, vers un cadre plus éthique. Et c'est aussi, il faut un cadre de gouvernance. Et donc ça, ce sont les nouvelles compétences très attendues des juristes. Et c'est vraiment, l'éthique, c'est pas strictement du droit, mais c'est une gouvernance. Bien sûr. Et donc ça, ce sont des nouvelles compétences qui attendent les juristes. Alors ces compétences sont essentielles. Comment se former justement pour acquérir ces compétences? Première chose que je vais vous dire, avant même de dire oui, formez-vous, eh bien, je réponds d'abord, il faut avoir envie de comprendre, d'apprendre. Et surtout une chose que je répète très souvent, c'est avoir un esprit de curiosité avant tout. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la formation, vous savez, le fameux rapport qui a été remis en mars 2024 par la commission interministérielle sur l'IA, eh bien, un des chantiers prioritaires, c'est la formation. Donc, l'IA générative, c'est vrai, c'est révolutionnaire, et c'est pourquoi, pour pouvoir se saisir de toutes ces opportunités mais extraordinaires que nous offre l'IA, donc il faut, pour pouvoir tirer en meilleure partie, il faut se former. Moi-même, comme je vous ai dit, je me forme à une formation certifiante de chef de projet en IA et je n'en tire que le bénéfice. Qu'est-ce qu'on apprend dans ces formations rapidement? Alors, j'ai des modules de gestion de projet, méthode Scrum, Prince, il y a aussi Agile, le Design Thinking. Et ensuite, j'ai 2 modules très techniques qui est le langage Python et le LLP. Parce que Donc, quand oui, on en fait effet, de l'IA, c'est à la fois varié et technique. tout à fait, c'est de la gestion de projet. Et vous allez voir, la gestion de projet va être de plus en plus présente dans les compétences des juristes. Donc, comment on se forme? C'est très facile, parce que vous avez beaucoup de formations en ligne qui sont gratuites. Voilà. Après, on peut aussi s'inscrire à des newsletters, voir aussi plein d'études, des études éditées par les consultants. Récemment, il y a la dernière étude qui est parue, c'est l'étude de PwC, qui paraît en juillet, qui est très intéressante, qui délivre encore un très riche enseignement actualisé sur les besoins et le positionnement des directions juridiques dans les projets d'IA générative. Ensuite, on peut rejoindre des réseaux professionnels où on va s'échanger nos retours d'expérience. On peut participer à des ateliers pratiques. J'avais animé pas mal d'ateliers au sein de la FGE. Tout au début de l'année 2023, il y a eu un succès monstrueux parce que tout le monde avait envie de comprendre. Mais en même temps, l'idée, c'est pas donner un expert. L'idée, c'est savoir comment je vais transformer mon métier. Alors, la formation, on a vu que c'était crucial. Au-delà des compétences, c'est tout le métier qui pourrait évoluer. Est-ce que le rôle du juriste d'entreprise va évoluer avec l'intégration de l'IA, selon vous? Notre métier de juriste d'entreprise, on n'a pas attendu l'IA pour évoluer. Notre métier est un métier en constante évolution. Ce métier est né des besoins du monde de l'entreprise. Et le monde de l'entreprise est en constante évolution. Et évoluer, c'est aussi répondre aux besoins évolutifs de l'entreprise.
Et donc, comment est-ce qu'on va évoluer? Eh bien, effectivement, ce qu'on va faire, c'est surtout, on va devoir en fait modifier pas mal comment dire, notre façon de travailler, parce qu'il y a des Bien tâches sûr. qu'on ne fera plus. Par exemple, lire une jurisprudence. Est-ce que demain, par exemple, je donne un exemple de juriste en propriété intellectuelle, quand on fait une recherche d'antériorité, il faut avoir dans une main 10-15 de jurisprudence et dans l'autre main l'analyse stratégique. Eh bien, grâce à l'outil d'IA, on peut déjà s'aider de l'outil IA pour faire de la synthèse de jurisprudence. On gagne, au lieu de Donc passer c'est un 3 temps heures, précieux qui est gagné tout avec à cet fait, outil. tout à fait. L'analyse de contrat, de la recherche documentaire. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont vraiment des choses qui vont pouvoir nous aider à nous évoluer vers des tâches beaucoup plus stratégiques. Bon, en résumé, l'IA offre plein d'outils pour le juriste d'entreprise et avec ça, son rôle va forcément évoluer. Tout à fait, je confirme parce que c'est vrai, on est encore au stade de fonction support. On dit souvent que juriste et fonction support, ce n'est pas vrai. On évolue de plus en plus vers un rôle stratégique. On va être de plus en plus dans l'analyse des problématiques très complexes du monde de l'entreprise. Et on ne peut pas maintenant s'amuser à aller passer son temps à lire de la jurisprudence, à passer 10 heures à lire un contrat. Ces temps-là vont être gagnés grâce à l'IA générative. Et ces temps qu'on a gagnés vont nous permettre d'être plus business partner. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup Arnaud de m'avoir invité. Le sommet du droit en entreprise fête ses 10 ans. On en parle tout de suite avec mon invité, Mathilde Emami, rédactrice en chef de Décideurs Juridiques. Mathilde, bonjour. Bonjour Arnaud. Le sommet du droit en entreprise fête ses 10 ans. C'est l'événement incontournable de cette rentrée. Il se déroulera le 2 octobre prochain au Grand Hôtel Intercontinental Opéra. Mais avant de rentrer dans le programme de cet événement, un mot avec le bilan de ces 10 ans. Merci Arnaud. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'on a véritablement réussi à créer un rendez-vous. Ça fait 10 ans qu'on invite les directions juridiques, les legal tech, les avocats à se rencontrer, à échanger sur les problématiques qu'ils rencontrent, les grands enjeux juridiques, les grands enjeux de transformation. On est très content de l'évolution et encore une fois, je pense qu'on a vraiment réussi à créer ce moment, à fédérer pas mal de gens autour de ce moment et à créer un vrai rendez-vous. Donc on est très content et on va poursuivre la démarche. Il y a une vraie attente de l'écosystème autour de cet événement. En tout cas, on espère, on travaille beaucoup sur le programme et on va en parler. Mais c'est vrai que les directions juridiques sont parfois un peu seules en entreprise. Chacun dans ses métiers est parfois un peu seul. Et c'est vrai que l'humain, ça fonctionne. C'est important de parler avec ses pairs, d'échanger, de benchmarker, de savoir les difficultés qu'on rencontre soi-même. Il n'y a pas que nous qui les rencontrons. Et de pouvoir faire émerger des solutions, c'est important pour tout le monde. Alors rentrons dans le vif du sujet de cette 10e édition. Quels seront les temps forts ? On a différents moments dans l'après-midi, parce que c'est sur une après-midi et une soirée. Des conférences d'abord qui prennent toute l'après-midi. Je vais revenir sur le programme plus précisément. Un Legal Tech Show. L'idée, c'est de se faire rencontrer des entreprises innovantes qui utilisent notamment l'intelligence artificielle pour aider les juristes au quotidien de leur travail et les directions juridiques. On a fait attention à avoir un panel assez diversifié de Legal Tech. Donc, conférence, Legal Tech Show, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et ensuite, une remise de prix, parce que c'est aussi l'occasion pour les directions juridiques et pour nous de célébrer les directions juridiques. Donc, elles sont venues pitcher, présenter des dossiers devant d'autres directions juridiques, des avocats et des Legal Tech, pour présenter leur grand projet de la direction juridique. Et on a choisi les meilleurs. Et ils seront récompensés en fin de journée. Quels sont les critères pour expliquer un peu aux téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément les trophées ? Alors les trophées, on a des trophées, les catégories sont en réalité assez fines. Il y a des sujets sur le droit de la concurrence, sur la compliance. Et ce qu'on demande en direction juridique, c'est de présenter leur projet. Alors en contentieux, c'est de dire, voilà, on a eu un gros contentieux à gérer, comment on l'a géré. Et les gros critères sur lesquels
on travaille, c'est le caractère innovant, de la façon dont on a pu envisager ces problématiques, l'excellence dans la durée, voilà, parce qu'il y a des vraies directions juridiques qui se construisent au fur et à mesure et qui ont une histoire et une démarche. Donc voilà, et évidemment, il y a la qualité de la présentation, il y a aussi ce qu'on ressent, parce qu'on ressent beaucoup de choses en jury. Est-ce que ça se passe bien dans une équipe? Je pense que ça se sent. Voilà. Donc ça, c'est l'organisation des temps dans cette journée. Et pour revenir un peu plus précisément sur le programme, bon, il y a des sujets, on a dû en parler, évidemment, donc on en parle. L'IA, bien sûr. On en a parlé d'ailleurs dans un sujet juste avant. Donc voilà, c'est vraiment une problématique très prégnante pour les juristes d'entreprise. Très prégnante et à deux titres, parce que ça pose des problématiques juridiques à l'entreprise et aussi parce que les directions juridiques s'en saisissent elles-mêmes. La compliance et le devoir de vigilance de manière un peu plus particulière. On est très honoré et très content de recevoir Marianne Frison-Roche, qui est professeure et qui est particulièrement reconnue sur ce sujet, accompagnée notamment de Frédéric Lehmann, vice-président du tribunal de commerce, qui va nous parler de la façon dont ces enjeux vont à un moment donné arriver jusqu'au juge consulaire. Voilà, on va parler de l'affaire du bisphénol A, qui a défrayé la chronique l'année dernière. On va parler d'organisation de la direction juridique, de carrière aussi, comment on recrute des juristes et comment on crée des parcours qui fonctionnent. Tout un tas de sujets qui vont émailler l'après-midi et on a voulu faire quelque chose d'un peu différent cette année, en tout cas de marquer le coup. Et on est vraiment extrêmement heureux de recevoir Gaël Rivière, qui est juriste, il est avocat, et qui vient de gagner la médaille d'or en cécifoot en paralympique et qui va nous raconter cette extraordinaire aventure pour lui. Donc on est vraiment très très fiers. Expérience à partager, même pour les juristes. Voilà, on peut être plein de choses et voilà, on peut être juriste et être médaillé paralympique et on pense que c'est très inspirant, on est très content qu'il soit là. Donc un programme riche, extrêmement varié, inspirant comme vous venez de le dire, mais quelles sont vos attentes par rapport à cet événement ? Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit un véritable moment d'échange et de rencontre, et je vous le disais tout à l'heure. Donc, on souhaite que ce soit une réussite, mais c'est une occasion pour que les directions juridiques se rencontrent entre elles, mais qu'elles rencontrent aussi d'une manière différente les avocats, en dehors d'un dossier, en dehors d'une mission, qu'elles puissent discuter avec des legal tech des grandes évolutions et des nouveaux outils dont elles pourront bénéficier dans quelques temps. Voilà, et donc on crée l'occasion à ces gens de se rencontrer. On espère qu'ils en tireront profit au maximum. Pour conclure, peut-être un message à adresser aux participants de cette 10e édition ? Eh bien, venez nombreux et on sera très très heureux de vous retrouver. Donc rendez-vous le 2 octobre prochain au Grand Hôtel Intercontinental à Paris. Vous pouvez retrouver toutes les informations disponibles sur le Sommet du droit d'entreprise à l'adresse www.sommetdroitentreprise.com. Merci Mathilde d'être venue sur le plateau. Avec grand plaisir, Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Be Smart for Change pour un nouveau numéro de Lex Inside. Restez curieux et informés. À très bientôt.